Ça y est, on l'a enfin, on l'attendait depuis le chapitre 631. On voit enfin Scopper-Gaban et surtout les Mugiwara. Par contre, ce chapitre 1139 pose plein de questions. Pourquoi il est resté 20 ans sur l'île d'Elba? Quel va être son rôle envers les Mugiwara, mais plus spécialement Luffy? Quels vont être les futurs problèmes qu'ils vont surtout résoudre ensemble? Enfin, quelle est sa véritable puissance? On va essayer de résoudre et de répondre à toutes ces questions dans la critique analyse du chapitre de la semaine. Attention, je sais même pas pourquoi je dis attention. Est-ce que t'as fait un générique? Non, j'ai pas fait de générique, mais par contre, je suis en train de faire des crêpes. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des crêpes? On n'est même pas la Chandeleur. Qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire de lui? Avant de commencer le vif du sujet, je voudrais de parler quelque chose de très important que personne ne parle, alors que quand tu fais de la critique analyse, tu dois parler de ça. Ce chapitre est très court. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais c'est incroyable. Et ça, c'est normal parce qu'il ne fait seulement que 12 pages. Alors que d'habitude, on est plus dans du 15, 16 pages. Et l'autre chose très importante aussi, c'est qu'on a été centré que sur une seule action. La rencontre de Scopper-Gaban et des Mugiwara et Luffy en particulier. On n'a rien dit de nouveau au niveau action sur Shamrock et Gunko, ou ne serait-ce que Loki, ou le troisième qui devrait arriver, Chevalier Divin. Et ça, en un sens, c'est très important. Et pourquoi c'est important? Parce que là, on est typiquement dans le chapitre de transition. On va refaire un petit contexte par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau de One Piece et la parution. Pour ceux qui ne le savent pas, One Piece ne se lit pas en chapitre, ça se lit en tome. Parce qu'un tome a une construction, a une structure narrative qui est toujours identique. C'est-à-dire que le précédent tome finit par un cliffhanger de fou. Nous, on reprend le nouveau tome, donc la fin du cliffhanger, une petite descente, milieu de tome, une hype qui te permet de continuer à lire le tome, et après, ça redescend pour avoir un cliff absolument de dingue qu'on a à chaque fois en fin de tome. Et là, si on reprend tout exactement, attention, j'ai sorti la tablette, et non, c'est pas parce que je suis vieux, on a le tome 110 qui était du chapitre 1111 à 1121. Après, on a le tome 111 qui n'est pas encore sorti, mais on a une prévision qui va être du chapitre 1122 au chapitre 1131. Et enfin, on a le tome 112 qui n'est pas encore terminé. Là, c'est du chapitre 1132 jusqu'au 1141. C'est-à-dire que le cliffhanger de milieu que je vous parle, c'était quoi? C'était le chapitre précédent. 1138 avec une révélation absolument dingue, avec cette double fresque. Et là, maintenant, on retombe justement dans le creux de cette vague pour après terminer dans 2-3 chapitres, quand on va être à peu près au 141, 142, avec sûrement, et on verra si j'ai raison plus tard, la rencontre entre Scopper-Gaban et les Chevaliers Divins qui reviennent par rapport à un certain portail. Mais ça, on en reparlera plus tard. Donc on a un chapitre de transition concentré sur la rencontre de Scopper-Gaban avec les Mugiwara, et entre nous, Scopper-Gaban, hein. Est-ce que c'était une surprise? Ça aurait été une surprise. Bah oui. Est-ce que tout le monde l'avait vu venir que c'était Scopper-Gaban? Oui. Est-ce qu'il va avoir un rôle de menteur envers les Mugiwara et Luffy? Oui. Est-ce que vous pensez que ça va être tranquille et que tout va bien se passer? Oui. Comment ça, oui? Non mais je t'écoute plus, je suis en train de faire mes crêpes. Tu nous fais chier avec tes crêpes. Alors, je sais pas pour vous, mais Scopper-Gaban, je valide à 100%. Je vais adorer ce personnage. Il a une petite fusion entre Tortue Géniale, on voit quand même la référence par rapport à la chemise et aussi par rapport un petit peu à son design, mais aussi à Jiraiya pour le côté pervers, même si Tortue Géniale, hein, bien sûr, il est aussi pervers. Je trouve que ça colle très très bien, ça donne une sorte d'insouciance et ça vient refléter un petit peu ce qu'il y a dans l'équipage des Mugiwara. D'ailleurs, il y a un parallèle absolument dingue entre l'équipage de Roger et l'équipage de Mugiwara. Et bien là, on le retrouve dans une sorte de petite case avec cette bulle où ils essayent de faire comprendre à Roger qu'il y a peut-être un danger, et au lieu d'y aller tête baissée, ça serait quand même sympa de réfléchir. Je pense qu'on va avoir exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a un Roger qui va correspondre à un Luffy, enfin plutôt l'inverse, un Luffy qui va correspondre à un Roger. On a Zoro qui de plus en plus a ce côté analytique que l'on retrouve dans Rayleigh, et ce côté analytique, il ne date pas que de maintenant, hein. Il était déjà présent au niveau de Punk Hazard, hein. Et le côté Sanji, qui est même parfois un petit peu chiant avec ce pouvoir, entre guillemets, de l'amour, et bien là, on le retrouve dans Scopper-Gaban, et ça fait peut-être un petit peu atténuer ce running gag qu'on peut avoir souvent sur Sanji. Et justement, on va revenir sur une chose par rapport à ce chapitre, et surtout par rapport à cet arc LB.
d'Elbaf. On sent que Eiichiro Oda n'a plus le temps de vraiment détailler son œuvre. Et ça, on l'a ressenti au niveau de Wano Kuni, où il y a eu presque aucun traitement au niveau de Zoro. Et le pire, ça a été au niveau de Egghead, où il n'y a eu aucun traitement vraiment intéressant pour le personnage de Franky. Là, dans ce chapitre, on le ressent énormément à travers une action. Quand les autres Mugiwara qui sont restés sur le banquet, où on leur raconte l'histoire de Scopper Gaban, tout n'est que raconté. On n'a même pas une case qui montre le combat. Alors que d'habitude, il y a quelques années, Eiichiro Oda aurait pu prendre la moitié du chapitre pour nous faire un flashback et nous donner vraiment un petit côté un petit peu épique, un petit peu sympa. Pourquoi pas 2-3 côtés un petit peu fun pour vraiment montrer la puissance de Scopper Gaban, parce que là, on a une action seule de Scopper Gaban et ce n'est pas montré. Donc Eiichiro Oda, encore une fois, je pense qu'il sent que la fin de One Piece arrive, parce que là, avec toutes les révélations qu'on s'est pris la semaine dernière, là, l'arrivée de Scopper Gaban et la petite théorie que je vais vous faire en fin de vidéo, on sent qu'on arrive sur la fin de One Piece et Eiichiro Oda se dit, ok, j'ai 50 piges, et il doit sentir que là, je commence à prendre un petit peu le pas sur lui, surtout qu'il travaille énormément, et il se dit, ok, on va peut-être ellipser certaines parties pour vraiment être sûr de pouvoir raconter One Piece jusqu'à sa fin. L'autre chose très importante, c'est que on sait que c'est lui, l'humain, qui est le papa de Coron, et donc qui a fait l'amour avec, comment elle s'appelle, Rayleigh? Non, pas Rayleigh, ça c'est pas bien, Ripley. Ah, parce que là, il y a un lapsus qui est pas bon. Eh, je vais pas le couper au montage, on va le laisser dedans parce que c'est absolument dingue. Bref, il a fait l'amour avec Ripley, et bien sûr, vous connaissez le running gag, comment il a fait, c'est, t'appelez pas, c'est TGCOP, ta gueule, c'est One Piece. Là, on l'a encore un petit peu. Par contre, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il met en place quelque chose qui s'appelle le métissage. Et ça reprend ce que je vous ai dit la semaine dernière. Rappelez-vous, au niveau de la fresque, on a à côté où il y a seulement que des humains. Pour moi, c'était le premier monde. Et de l'autre côté, on a le deuxième monde, où là, on a plus de créatures hybrides. Et justement, ces créatures hybrides, eh bien, c'est le métissage après le premier grand drame qu'il a eu à la fin du premier monde, où il y avait seulement que des humains. Après, il y a eu une évolution et il y a eu un métissage entre les différentes races. Et ça, c'est vraiment très très bon. Bon, je vais pas faire l'explication des différentes races. Ça, vous avez dû le voir énormément. Il y a eu plein de vidéos qu'on tournait. Mais ce qui est vraiment très important, c'est qu'au fur et à mesure du temps, Eiichiro Oda continue toujours à mettre en place des éléments. Et une dernière chose très importante au niveau de ce chapitre, on sait que Coron, le fils de Scopper Gaban, il a 20 ans. Donc ça veut dire que depuis plus de 20 ans, il est présent sur l'île d'Elbaf. Il est peut-être même revenu juste après. Pourquoi? On va en reparler à la fin de ce chapitre, dans une petite théorie que je vous ai préparée. Mais ce qui est très important, c'est que le temps ne se passe pas différemment par rapport aux humains que par rapport aux géants. Il dit bien que ça fait 20 ans qu'il est là. Il est vieux, mais comme Rayleigh, il est vieux aussi. Donc on peut imaginer qu'il a aux alentours de 60-70 ans. Et ce qui est vraiment excellent là-dedans, c'est que la théorie que certains avaient fait, mais dont je n'étais pas très friand, c'est-à-dire qu'il y avait un temps qui passer différemment sur l'île d'Elbaf par rapport aux autres mondes, et ça justement on le voit que certaines îles ont leur propre entre guillemets écosystème, et bien là ce n'est pas du tout le cas, parce que ça fait vraiment 20 ans que Scopper Gaban est sur l'île. Et pourquoi il est là depuis 20 ans, ça c'est une très bonne question. Alors, pourquoi est venu Scopper Gaban? Scopper Gaban, il est pas venu pour faire des crêpes. En parlant de crêpes, tu les veux à quoi tes crêpes? Au sucre? Au Nutella ou à la confiture? À la confiture. Oui, confiture à la fraise, ça va être vachement bien. Mais non, arrête avec tes crêpes, je suis en train de faire une vidéo. Bon, il est venu pourquoi? Il est venu parce qu'il a ressenti un haki assez puissant, et ce haki pour moi n'est pas le haki de Shamrock ou alors de Gemko, mais le haki résiduel de Im-sama qu'elle a utilisé justement pour faire ce pentagramme de téléportation. Là aussi, on va parler un petit peu du pentagramme parce que ça, c'est vraiment cool. Luffy reconnaît, enfin, reconnaît pas, il a vu ça quelque part. Nami, elle aussi, connaît, elle a lu dans les livres et ça fait rappeler justement la mini-histoire pendant le flashback de Brook. Mais ce qui est vraiment très important, c'est que le fait que Luffy ait vu ça quelque part mais n'arrive pas à s'en souvenir, va permettre une certaine mise en scène, c'est-à-dire cette surprise quand Shamrock et aussi Gecko vont venir, et pourquoi pas quand le troisième chevalier divin, imaginons qu'il se téléporte via ce même pentagramme. Si Luffy avait reconnu, ou imaginons même,
pendant le combat, s'il y avait eu Zoro ou même Nami, tout de suite, ils auraient fait la liaison entre le pentagramme qui a servi à invoquer les doyens et celui qui est présent ici. Ainsi, ils auraient dit, ok, ça ressemble à ce qu'on a vu au niveau de Egghead, franchement ça pue, ça serait peut-être sympa d'être sur ses gardes. Sauf que là, c'est pas du tout le cas, parce que, encore une fois, Luffy est débile. Et donc, ça permet cette mise en scène pour le futur, de se dire, ok, si les autres arrivent et qu'ils sont surpris, c'est qu'il y a vraiment cette raison. Il n'y a pas eu de mise en garde au préalable. Maintenant, on va revenir sur Scopper-Gaban, à quoi il sert. Luffy, comme d'habitude, encore une fois, oui, il est con, il dit qu'il a besoin d'une clé. Scopper-Gaban est au courant que la clé est justement présente ici et qu'elle est pour pouvoir délivrer Loki. Et là, on arrive encore dans ce trope de Loki, c'est-à-dire Loki, est-ce qu'il est gentil ou est-ce qu'il est méchant? C'est-à-dire qu'il prévient bien que Loki, s'il est enchaîné, c'est pas pour rien, et si il ouvre les chaînes, Luffy, il peut se passer quelque chose de vraiment terrible. Et en un sens, il lui pose la question de savoir qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu as vraiment pris compte des conséquences de tes actions? Et Luffy dit, bah de toute façon, s'il fait chier, moi je lui refous une mandale et je le renchaîne. Et là, on peut aussi se poser une question par rapport à Loki et par rapport à la puissance de Scopper-Gaban. Tu fais des vidéos sur la puissance, toi, maintenant? Oui, je fais des trucs au niveau de la puissance. Je fais ce que je veux. C'est ma vidéo, c'est ma critique analyse. Donc, au niveau de la puissance. Déjà, on va remettre dans le contexte de ce qu'on a eu au niveau de ce chapitre, qu'on a eu toute cette histoire qui a été montée, et histoire qui a été vraie, et qui est une certaine quand même légende, parce que même Jinbei est au courant de cette légende du mangeur de montagne où il a absolument tout rasé et il a niqué absolument tout le monde. Petite parenthèse, ils sont venus ici par rapport à un hôpital pour soigner Roger. Donc ça veut dire qu'ils ont des connaissances médicales qui sont assez élevées et ça peut être très important par rapport à Chopper. Donc ça veut dire que la puissance de Scopper-Gaban est vraiment réelle. Par contre, la traduction, encore une fois, je fais une vidéo lundi pour la traduction officielle, j'ai repris la traduction anglaise et la traduction française. Il ne semble pas qu'il a été dit qu'il avait une puissance égale à Rayleigh et aussi à Roger. Donc il peut avoir une fluctuation de puissance entre Roger, Rayleigh et aussi Scopper-Gaban. Moi, là où je veux revenir, c'est qu'il est là depuis 20 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Loki a quand même foutu un certain bordel. Après, il est parti en mer parce qu'il a réussi à se délivrer. Et Scopper-Gaban n'a pas été le rechercher en mer. C'est Shanks qui, il y a 6 ans, l'a repris, l'a ramené et l'a enchaîné. Est-ce que ça veut dire que Scopper-Gaban n'avait pas la puissance, était conscient qu'il n'avait pas la puissance de pouvoir arrêter et ramener Loki tout seul à Elbaf? Ou alors, l'autre solution au niveau de la puissance, il était obligé de rester ici. Parce qu'il avait un devoir, et ce devoir c'était envers qui? C'était envers Roger, et qu'il était en un sens, et on va commencer tout de suite la théorie, c'est-à-dire qu'il était le protecteur de la dernière Road Poneglyph. Il y a très longtemps, ils ont atteint Loftel et une fois qu'ils ont atteint Loftel, ils se sont aperçus qu'ils étaient beaucoup trop tôt et qu'une certaine personne doit venir plus tard pour pouvoir accomplir et faire quelque chose au niveau de Loftel. Et pour bloquer justement cet accès à Loftel, eh bien, il faudrait qu'il y ait une certaine personne de l'équipage protège une road Poneglyph absolument nécessaire pour aller sur Loftel dans un endroit qui est hyper dangereux et que peu de personnes viendraient, eh bien c'est tout simplement Elbaf. La dernière road Poneglyph est sur Elbaf, gardée par l'homme à la brûlure. Ça aussi c'est très important parce qu'on pensait tous que c'était Zoro, mais non, vu la brûlure qu'on a au niveau du front de Scopper-Gaban, eh bien ça serait peut-être lui le mec à la brûlure, et donc il est là, il ne pouvait pas partir parce que son rôle c'est de garder le dernier Road Poneglyph et de tester la personne qui voudrait le prendre pour aller sur Loftel. Et là justement c'est Luffy. Alors bien sûr au préalable, Shanks lui il l'a pris, il a pris la copie, c'est normal, c'est Shanks parce que Shanks il va avoir un rôle à jouer plus tard. Ça, je vous réserve une vidéo absolument de dingue, même 2 vidéos, parce que normalement la semaine prochaine sort la vidéo sûrement la plus complète qui existe sur Shanks. Ça fait au moins 2-3 semaines que je bosse dessus et franchement, vous n'êtes pas prêts. Et on a aussi bossé sur une théorie. Par contre, elle, on la fera plus tard, même si pas mal de choses que j'avais pensées sont en train de se valider en ce moment. Bref, ce qui se passe, c'est que Shanks, lui, il doit aller à Loftel
pour faire quelque chose. On en parlera dans une future théorie. Par contre, Scopper-Gaban, lui, il est le dernier gardien de la route Poneglyph et il va servir aussi à tester Luffy et peut-être aussi lui apprendre, enfin, pas lui apprendre en tant que tel, lui montrer quelque chose et on sait toujours que c'est Luffy qui, après, s'approprie, apprend par lui-même la technique. Donc je pense qu'il va y avoir un combat entre Scopper-Gaban et Luffy, que Luffy va perdre face à Scopper-Gaban, mais qui va quand même montrer une détermination et va pouvoir atteindre la clé. Pourquoi ? Parce que Scopper-Gaban ne va pas être au maximum de sa puissance. Il est là pour tester Luffy. Et Luffy va faire le petit truc qu'il a toujours l'habitude de faire, qui va faire rire Scopper-Gaban et qui va lui dire « Ok, t'es bien la personne que je pense, le Road Poneglyph il est ici, tu peux prendre la clé et après libérer Loki. » Par contre, là on est au sous-sol. Donc à un moment, ils vont remonter pour aller à la surface, c'est-à-dire au rez-de-chaussée du château et sortir. Et à ce moment-là, ils vont repasser devant quoi ? Devant le pentagramme de téléportation. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'il y a le troisième chevalier divin qui va venir. Peut-être que, et là ça serait complètement dingue, c'est-à-dire qu'on est Shamrock et aussi Gumko qui ont été au village, qui ont pris un enfant, et les enfants, imaginons dedans qu'il y a Coron, l'amène aussi, qui se retrouvent directement dans le château et se retrouve face à Scopper-Gaban. Et là, Luffy va voir Shamrock, va dire putain c'est bizarre, il va se passer 2-3 trucs et à un moment Scopper-Gaban il va dire ok, là on est dans la merde, les gars prenez les enfants, partez avec, moi je retiens les 3 chevaliers divins et ça va être un truc absolument de dingue. Et ça va être quoi ? Ça va être peut-être dans le chapitre 1141 ou 1142, la fin tout simplement du tome de One Piece, le tome 112 que je vous avais parlé au début de la vidéo. Parce que oui, il y a un plan dans cette vidéo, tout n'est pas dû au hasard, non. Bref, voilà ce qu'il y avait à dire sur ce chapitre. J'espère que vous adorez ce nouveau format de critique-analyse. On se donne rendez-vous tous les lundis pour la critique-analyse. Et quand il n'y a pas de critique-analyse, eh bien, il y a une vidéo surprise. Et normalement, la semaine prochaine, lundi à la même heure, il y aura une vidéo absolument incroyable sur Shanks. Je remercie encore toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.